Jade Maréchal, je fais du fleuret. À côté de cela, à la tête de 2 entreprises. C'est un sport qui est très français. J'ai commencé à gagner mes premiers championnats de France senior quand j'étais cadette, donc à 16 ans. Et c'est vraiment à 16 ans où là j'ai commencé à rêver des Jeux. Alors oui, c'est l'objectif d'une vie. Tu vois, un mois après les Jeux, je me blesse très gravement. Je bloque ma jambe arrière, mais mon genou, lui, a continué. Et vraiment senti dans le genou mon ligament s'arracher, quoi. Et je me souviens de ce hurlement. J'ai hurlé dans la salle, tout le monde s'est arrêté, les matchs s'arrêtaient. Elle lit le compte rendu, elle finit par me dire que ça va être fini, quoi. Bienvenue dans Le Labo, le podcast qui explore en profondeur l'univers de la performance sportive. Ici, on analyse les stratégies, les parcours et les méthodes qui permettent aux athlètes de repousser leurs limites. Chaque épisode est une plongée dans l'expérience et les clés du succès, avec un focus sur la préparation, la nutrition et l'accompagnement pour atteindre les clés de l'excellence. Le Labo est produit par Agon Data Nutrition, une entreprise dédiée à la performance sportive à travers l'analyse biologique et une nutrition personnalisée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Jade, Bonjour. Comment vas-tu? Eh ben ça va, en pleine rééducation. Mais ça Oui, va. je t'ai vu arriver avec tes béquilles. Une béquille. Une béquille, c'est vrai, une béquille, j'ai vu que tu te débrouilles très bien, donc on voit que la rééducation se passe bien. se passe très très bien, super. Du coup, bienvenue Jade dans le podcast. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jade Maréchal, qui est escrimeuse spécialisée en fleuret dans l'équipe de France. Et donc du coup, on va discuter un peu moins d'1 heure ensemble pour comprendre un petit peu ton parcours et surtout cette épreuve que tu passes en ce moment qui est très fréquent dans la vie d'un sportif mais qui est très très important pour savoir quoi mettre en place pour la surmonter. Donc Yes. on va discuter un petit peu de ça. Avant toute chose, j'aimerais indiquer qu'aujourd'hui on est dans les locaux de coworking, qui est un espace de coworking sur Paris dans le 11e, donc KO Working, vous pouvez regarder sur internet. Donc si vous souhaitez louer cet espace pour faire des podcasts ou faire du coworking ou juste faire des événements, n'hésitez pas en tout cas. L'espace est très cosy, très sympa. C'est clair, Donc, on s'y sent bien. Exactement, tant mieux, c'est le but ici dans le labo, c'est de pouvoir échanger de façon détendue. Du coup, Jade, je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi. Alors, je t'avoue, au début, je ne te connaissais pas du tout. J'ai dû regarder un petit peu sur les réseaux, sur Internet, qu'est-ce que tu faisais et un petit peu comprendre ton parcours. Parce que, à savoir que c'est toi qui m'as contacté, en fait, suite à une vision d'un des podcasts, je crois que c'était avec Justine Charbonnier, une basketteuse, c'est ça? C'est à la suite d'un mail. C'est ça, à la suite d'un mail, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, je me suis dit que c'était intéressant. En plus, le sujet un peu de nutrition, forcément, je suis en plein cœur Oui, tout à fait. pour la rééduque. Même dans mon quotidien, on voit des nutritionnistes très souvent. Donc, super. je me suis dit, allez, je tente ma chance. Dans le cadre de l'INSEP, notamment, on va en discuter. Ok, super. Donc, effectivement, n'hésitez pas, si là, il y a un sportif, un coach, un nutritionniste qui voit ce podcast et qui veut y participer, contactez-moi sur contact@agon-datanutrition.com et je serai ravi de vous accueillir et puis on pourra discuter de plein de sujets en tout cas. Donc du coup, on va te laisser la main, Jade, si tu peux, de façon assez classique, te présenter, expliquer aux auditeurs qui ne te connaissent pas qu'est-ce que tu fais et qui tu es. Ok, alors donc Jade Maréchal, je fais du fleuret parce qu'à l'escrime, il y a 3 armes, l'épée, le fleuret et le sabre. Tout à fait. Je m'entraîne à l'INSEP bi-quotidiennement. Donc l'INSEP, c'est l'Institut national du sport et de la performance. C'est vraiment l'antichambre des champions. C'est leur slogan d'ailleurs. Oui. Et je suis à côté de cela à la tête de 2 entreprises. Okay. La première dans laquelle je fais des conférences auprès des collaborateurs pour leur transmettre les valeurs du sport de haut niveau. D'accord, très bien. Et une 3e casquette à la tête d'Edge Unlimited. C'est une entreprise qu'on a avec une coéquipière de l'équipe, Eva Lacheret. J'ai vu ça, oui. Voilà, et dans laquelle on fait de la formation. En fait, on rend accessibles les astuces de champions pour performer dans notre quotidien. Les sportifs ne sont pas des super-héros, c'est juste qu'on a une boîte à outils qu'on active quotidiennement pour exprimer notre plein potentiel. Voilà. Ok, super. On va en parler dans la suite de l'interview, mais c'est super intéressant et c'est bien de mettre ça en place. Donc, super, on en discutera par la suite. Donc là, tu m'as dit que tu étais à l'INSEP, dans le fleuret. Si on part un peu à la genèse rapidement, qu'est-ce qui t'a mis dans ta première expérience avec le sport et peut-être l'escrime ou le fleuret en particulier? Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu original. C'est pas un sport qu'on voit dans toutes les villes et c'est pas très commun parce que c'est peu médiatisé aussi. Tout à fait, oui. Sauf au JO. Sauf au JO. Ah non, mais il y a un pic d'inscription aussi. Voilà. C'est un sport qui est
très français. C'est le sport qui a rapporté le plus de médailles à la France lors des Jeux. Donc c'est vraiment, on est hyper fort là-dedans. Et pourtant, c'est peu pratiqué. Donc très souvent, c'est un sport familial. On en fait parce que la tante, le père, la sœur en fait. Ok, je comprends. C'est mon cas, ma sœur en faisait. Très bien. Et donc j'ai commencé par apprendre les armes à mon tour. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est que comme c'est peu pratiqué ou moins pratiqué, très rapidement, on peut faire du haut niveau. Donc faire de la compétition. Après, bon, il faut gravir les échelons, mais voilà, donc, déjà pour faire des championnats de France, on peut très vite se frotter à du haut niveau, ça c'est cool ça. Ok, donc, super. J'ai commencé, j'ai jamais arrêté et j'espère continuer. Tu as suivi la grande sœur, quoi. Ouais, exactement. Ok, tu l'as dépassée du coup, elle continue elle ou juste pour le plaisir? Elle n'a jamais fait de très haut niveau. Elle le faisait plus pour le loisir, le côté club, bonne ambiance. Elle a fait des championnats de France, elle a eu des médailles, mais voilà, elle voulait s'arrêter juste au côté loisir et après elle a repris ses études. Parce que c'est vraiment une activité à temps plein, un sport de haut niveau. J'imagine, oui, forcément. Oui, c'est tous les jours l'entraînement et puis tout le mental tout au long de l'année. Voilà, c'est 24-24. Ok, je comprends. Du coup, dans quel club, dans quelle région? Alors, je m'entraîne à l'INSEP, mais je suis licenciée à Bourg-la-Reine, donc BLR 92. Nous, comme c'est un sport de combat, on est obligé de se confronter à ce qui se fait de meilleur, donc d'aller à l'INSEP. Mais on revient avoir du contact avec les coachs très souvent en club. Et moi, je suis originaire de Bordeaux. Et tu es originaire de Bordeaux, donc c'est là-bas que tu as fait que j'ai appris l'escrime. Que tu as appris l'escrime. Voilà. Petite question, comment tu te spécialises sur le fleuret? Est-ce que c'est des aptitudes physiques qui font que naturellement tu vas sur un sport ou aptitude technique ou c'est plutôt un choix, un goût? Ça se passe comment? Alors tout le monde, on va dire dans 99% des cas, commence par du fleuret. Parce que si je te fais un petit point historique, et là tu te coucheras moins bête ce soir. Super, parfait. Historiquement, l'arme de duel par excellence, c'est l'épée. Donc l'épée, on touche partout de la tête aux pieds parce qu'on voulait tuer son adversaire par n'importe quelle partie du corps. Il n'y a pas de contrainte. Pas de contrainte. Mais comme c'était une arme qui était très lourde et blessante, donc à risque, on a créé une autre arme qui est le fleuret, qui est une arme d'entraînement. Là, on apprend à être précis, donc on touche le ventre et le dos, les organes vitaux en fait. Donc c'est comme ça qu'ils s'entraînaient avant dans les sous-sols des châteaux. Et ensuite, on a une troisième arme qui est donc l'arme de cavalerie, le sabre. Et là, le but, c'était de tuer son adversaire, mais de récupérer son cheval. Donc l'idée, c'était de tuer au-dessus de la ceinture, donc le tronc, les bras et la tête. Et on a gardé cette tradition. Ok, très bien. Voilà. Ok, ça marche. Et donc voilà, donc on commence par le fleuret et après, en fait, on se spécialise en fonction du club. Voilà, il y a un club, une arme généralement, il y a une spécialité. Oui, parce que du coup, il y a une approche technique et entraînement différente. C'est totalement différent. Ok, l'approche est vraiment différente. Oui. Ah ouais, vraiment. Ok, ça marche. À quel moment tu t'es dit, j'aime bien, comme tu dis, assez facilement, on peut atteindre les compétitions presque régionales, nationales. À quel moment tu t'es dit, bon, Jade, je vais m'y mettre plus que sérieusement, je peux en faire mon métier ou du moins faire du haut niveau, quoi, même si tu ne peux pas en vivre à 100%. On va dire que j'ai commencé à gagner mes premiers championnats de France seniors quand j'étais cadette, donc à 16 ans. Ok, très bien. Et là, je me suis dit, ok, j'aime bien ça, j'aime bien monter sur des podiums. Très rapidement, je suis montée sur des podiums, mais régionaux. Donc là, j'aime la compète, c'est ce qui m'anime de toute façon, même dans mon quotidien. Et c'est vraiment à 16 ans où là j'ai commencé à rêver des Jeux. Alors on va pas se mentir, les premiers qui te parlent des Jeux Olympiques c'est souvent tes parents parce que quand tu as 10 ans, 12 ans tu sais pas ce que c'est en fait. Ouais, bien sûr. Donc moi c'est mon papa, tu vois, quand on était à la maison qui avait une Marseillaise, c'était main sur le cœur et debout dans le salon, tu vois. Donc il m'a un peu inculqué ces valeurs de patriote, de bleu, blanc, rouge, d'équipe de France. Et j'ai vraiment cru et j'ai commencé à en rêver à 16 ans. Ok, d'accord. Et c'est là que tu t'es dit, bon, j'ai envie d'y aller, c'est un peu mon objectif, quoi. Ouais, j'avais envie d'être championne olympique, ou en tout cas, je crois que mon envie à ce moment-là, c'était plus de représenter la France à l'étranger. C'était ça mon vrai objectif. C'est vraiment le côté patriotique. Ok, super. Donc, j'ai vu, si on rebondit justement, tu parlais des JO, il y avait l'événement des JO cet été, tu n'y as pas participé. Comment dans un sportif où du coup, ce que je comprends, c'était quand même un de tes objectifs principaux. Bon, tu es encore jeune, donc tu as les prochains JO, j'ai vu que c'est déjà tes prochains objectifs, c'est bien, tu rebondis. Comment tu appréhendes ce genre de nouvelles où tu ne participes pas comment tu fais? Alors oui, c'est l'objectif d'une vie. Et vraiment, autant les Jeux, c'est tous les 4 ans, mais Paris 2024, c'était vraiment l'objectif d'une vie. C'était à la maison, c'était... au Grand Palais. Au Grand Palais, tout était parfait. Quand tu étais escrimeur, sincèrement, c'était le Graal. Donc, alors, j'ai commencé à anticiper une non-sélection assez tôt. Tu vois, je me suis dit, peut-être 2 ans avant,
voilà, il y a des possibilités que tu n'y ailles pas, il faut que tu commences à apprendre à te projeter, qu'est-ce que ça pourrait être la suite sans les jeux. Enfin, donc je l'ai vraiment préparé avec mon coach mental d'ailleurs. Ok. Mais tu vois, un mois après les Jeux, je me blesse très gravement. Je me romps complètement les ligaments croisés, je fissure mes 2 ménisques. Et je suis intimement convaincue que ça a un sens, tout ça. Parce que physiquement, j'étais très préparée, j'ai passé une grosse prépa physique cet été. Donc je pense que même si tu as l'impression de rebondir, même si je suis quelqu'un qui sait être drivé par la performance et par plein d'autres petits objectifs, je sais rebondir très bien. Mon corps parle. Bon, il y en a, c'est par peut-être des blessures mentales. Moi, je pense que cette blessure physique, il joue énormément. Ouais, il contribue. Le fait que tu te sois préparé physiquement et qu'il y ait eu cette déception, forcément, il y a toujours des impacts. Okay. Voilà, après, je l'ai quand même très très bien vécu pendant. J'ai été vraiment très très fière et heureuse de voir mes coéquipières. Derrière l'équipe, c'est des amis en fait au final. Ah oui, vraiment, j'ai pleuré quand j'ai entendu leur nom. Je les ai vus prendre part à tout ce public qui scandait leur nom, qui encourageait de l'escrime alors qu'ils ne comprenaient rien aux règles. Tu vois, ce moment-là, il était mon cas. Voilà. Ils voient des lumières, ils crient alors que tu n'as pas forcément le point. Franchement, ce moment était dingue. Et que tu y sois participant ou pas, quand tu sais que tu as contribué un petit peu à leur préparation, tu as un petit bout du gâteau aussi, j'étais super fière. Il n'y a pas eu de rancœur. C'est top. Mais de toute façon, je le vois, là, tu es blessé, tu postes sur les réseaux, tu vas voir les championnats, tu vas voir tes coéquipiers. Enfin, ça se voit que tu es une passionnée de ce sport, quoi. Ouais, je suis une passionnée de l'équipe de France. Ok, super. Parfait. Donc, on va rebondir sur ta blessure qui arrive en octobre 2024. Donc, tu te blesses comment dans une compète, à l'entraînement? D'un coup, ça a craqué, parce que moi, je me suis fait les croisés 2 fois, donc ça a craqué, mais tu avais des petits prémices, tu sentais que ton genou était un peu lâche. Alors, si tu pouvais avoir mes entraîneurs en face de toi, ils te diraient que je suis peut-être la plus surprenante, l'athlète blessée la plus surprenante. C'est-à-dire que vraiment, je travaille énormément. J'ai peut-être, je sens moins l'escrime que les autres, j'ai moins de talent dans ce sport. Par contre, j'ai toujours compensé par énormément de travail, énormément. Donc, ils ont été très surpris, tout comme moi. J'avais 0 signe d'alerte. Je te dis, j'ai passé mon été avec une prépa physique hyper carrée, peut-être un peu trop aussi, je sais pas. Et donc, j'étais en match, j'avais repris, c'était ma première compète internationale, le 27 octobre 2024. Et à 16h, j'ai mes quarts de finale. Alors, on se souvient toujours du moment, c'est pareil. Toi aussi, t'as une date Ouais, j'ai la date, le moment, l'action sur le match de foot. Ah ouais, c'est marquant. Hein. Et il y avait 12-8 au score, c'est un match en 15 touches, 3 fois 3 minutes. Et on est arrivé à la fin du temps. Et donc, ma Hongroise contre qui je tirais a cru voir que le temps lui manquait. Et donc, au pré-aller, donc à l'indication de départ du match de l'arbitre, elle me fonce dessus. Et donc là, moi, j'étais un peu surprise. J'aurais dû peut-être m'y attendre un peu plus. Je fais plein de retraites, donc je recule fortement. Et je vois dans mon champ visuel que la ligne de fond de piste arrive. Donc ça veut dire que si tu dépasses cette ligne, tu donnes un point à ton adversaire. Ok, très bien. Donc là, je me dis, tu arrêtes ta course. Je bloque ma jambe arrière, mais mon genou, lui, a continué. Et j'ai senti... Alors, il y en a qui disent qu'ils entendent. Moi, j'ai pas vraiment entendu. J'ai vraiment senti dans le genou mon ligament s'arracher, quoi. Voilà. Et après, j'ai chuté. Et je me souviens de ce hurlement. J'ai hurlé dans la salle. Tout le monde s'est arrêté. Les matchs s'arrêtaient. Et au bout de piste, je voyais mon coach et une amie, l'une de mes meilleures amies qui était là, qui connaît la blessure. Elle a eu souvent quelques petits pépins. Et j'ai hurlé son prénom. Je dis Alice, aide-moi. J'avais super mal. Et voilà. Ok, d'accord. C'est des moments, en général, ça marque. Ouais, ça marque. Et donc, du coup, là, tout de suite, tu sais que tu as une grosse blessure, j'imagine. Ouais. Tout de suite, tu as une grosse blessure. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? À quoi tu penses? Quand je tombe par terre, j'avais l'impression que si on me touchait la jambe, elle allait partir en lambeaux. Tu vois. Donc je disais à Alice surtout, parce que c'était des Espagnols. C'était vraiment dans le cas où la grosse douleur, t'étais bloquée, quoi. Voilà. Et je lui ai dit, tu leur dis de pas toucher, tu leur dis de pas toucher. Et puis quelques minutes après, je me souviens même que l'arbitre est venu me voir et tu as 5 minutes réglementaires normalement. Tu as le droit d'être blessé pendant 5 minutes. Ok, d'accord. Très bien. Et il vient me voir et me dit 2 minutes left. Et je lui dis non mais I'm done, I'm finished. Tu vois, je voulais leur dire que c'était fini, j'avais trop mal. Je me relève, donc on m'assoit sur une chaise et là, plus de douleur, rien. Tu vois, mon cerveau, à mon avis, il a envoyé tout ce qu'il fallait pour que j'ai plus mal. Mon corps a envoyé ça. Même que j'ai dit à Alice, bon, j'arrête parce que je sens que ça a craqué, mais c'est bon, t'inquiète, c'est une entorse. Franchement, ça va, tu vois. Et puis en fait, donc on était à Barcelone, il fallait prendre l'avion retour.
Et là, mais je ne pouvais plus poser le pied par terre. J'ai eu une galère, j'avais pas de béquille, pas de fauteuil roulant. Donc j'ai marché à cloche-pied jusqu'à Paris, jusqu'à l'INSEP. C'était une galère. Ok, donc tu rentres à l'INSEP et c'est à l'INSEP où là tu fais les examens IRM ou radio, ce genre de choses. Ouais, alors je rentre à l'INSEP et là, je pense que contre-coup des 24 heures de trajet, dont un vol, le trajet à l'aéroport, le taxi, machin. La déception, un peu tout. Malaise vagal complet. Okay. Je m'effondre au médical et là, j'apprends. Donc je me souviens très bien que je fais une radio. Le radiologue me dit « Mais tendez la jambe, mademoiselle !» Je dis « Mais en fait, je ne peux pas. » Et là, je vais voir le kiné et j'étais sur la planche de kiné. Elle fait le test du tiroir, classique. Elle fait le test et surtout, elle lit le compte-rendu. Et là, elle m'annonce. Elle sait à quel point, quand on annonce ça à un athlète, c'est vraiment brutal. Elle me dit « Bon, voilà, je vois qu'elle y va pas par quatre chemins. » Et elle finit par me dire que ça va être fini, quoi. Ok, ça marche. Du coup, état d'esprit suite à ça, tu te dis quoi tout de suite très déçu. Alors là, tu t'es post-JO, donc tu n'avais pas forcément peut-être des grandes échéances dans l'année en cours. Tout à fait. Donc je pense que c'est encore plus dur quand c'est à 2 mois des JO. Je pense que c'est le pire du pire qui puisse exister. Mais tu dis quoi dans ta tête là, tu es un peu en mode mini-déprime ou tout de suite, bon, on met quoi en protocole? Qu'est-ce qu'on met en place? Depuis que j'ai 16 ans, je vois un prépa mental. Et depuis que j'ai 16 ans, il m'aide à faire des plan B, plan C, plan D, tu vois. Okay. J'ai une capacité à rebondir qui est assez forte parce que je connais beaucoup d'échecs dans ma carrière, mais comme beaucoup d'athlètes. Comme tous les athlètes, en fait. Puis même tout le monde dans sa vie en général. Voilà. Et donc j'ai plein d'outils, mais vraiment j'ai une boîte à outils hyper riche et c'est ce que je transmets en conférence, dans mes réseaux. Franchement, je sais activer des choses. Donc avec la plus grande honnêteté que je te dois sur ce podcast, franchement, en 24 heures, j'étais sur un autre objectif. Parce qu'en allant voir le kiné qui t'a ausculté et qui a lu les résultats, en fait, tu avais déjà ton plan A, B, C en fonction de ce qui allait arriver. Je pensais pas... Tu étais un peu dans le déni. Ouais, je pensais pas à la rupture, honnêtement. Okay. Je pensais avoir une entorse, donc j'étais OK avec la blessure. En fait, les ligaments croisés, c'est une blessure, là, tu sors dans la rue, tu dis que tu as les croisés, tout le monde est au courant de cette blessure. Parce que c'est la blessure du footeux, parce que c'est le ligament croisé, tu connais... Ça saute souvent. Voilà, c'est la blessure la plus répandue. Donc elle fait peur, en fait. Comme tout le monde la connaît, tout le monde a peur. Et donc quand elle m'annonce ça, forcément, tu as de l'émotion qui sort parce que tu sais ce que ça veut dire en tant qu'athlète. Tu sais que c'est une saison off, tu sais qu'il y a une opération. Donc forcément, là, tout arrive, les infos arrivent. Et par contre, j'ai été tout de suite entourée. Ma sœur qui habite à quelques pas de l'INSEP, elle m'a pris en charge directement. Donc j'avais des amis, j'avais ma famille. J'ai pu tout de suite libérer les émotions. Ça, c'est pour moi essentiel pour rebondir. Et le lendemain, j'ai vraiment senti s'allumer un feu dans mon corps, mais littéralement, où je me suis dit « Ok, tu as un nouvel objectif. Dans un an, enfin, je ne pensais pas que c'était un an, je pensais que c'était 6 mois. Dans 6 mois, tu es sur la piste avec un genou clean, nickel et fort. Et ça m'a boosté. Ok, parfait. Et donc, du coup, je vais pouvoir rebondir sur ça. C'est quoi le planning, le rétro-planning que tu as mis en place pour être dans, tu pensais 6 mois, mais à une date d'échéance, à nouveau sur le terrain, sur la piste, je ne sais pas comment on dit. La piste, ouais. Sur la piste, exactement, pour combattre. Est-ce que là, tu as monté une équipe? Est-ce que déjà, tu avais ton préparateur mental, je comprends, depuis 16 ans qui te suit. Donc, c'est depuis déjà Bordeaux ou tu étais à l'INSEP? Depuis Bordeaux, il te suit. Du coup, c'est quoi? Tu t'es rapproché de BLR, de l'INSEP, d'autres spécialistes pour mettre ta rééducation en place? Qu'est-ce que tu as fait? Ma blessure, tu vois, j'ai fait un réel il y a quelques jours parce que ça faisait 3 mois post-blessure. Elle m'a vraiment fait prendre conscience de la valeur de mon entourage. Et à ce moment-là, vraiment, je ne me suis pas entourée d'autres personnes. Alors, c'est pas vrai parce que j'ai engagé d'autres personnes dans mon staff pour optimiser ma rééducation. Très bien. Mais effectivement, mon prépa physique m'a dit cette phrase que j'ancre et que j'utilise tous les jours. Il m'a dit « Jade, te précipite pas, ce que tu fais, c'est pas un sprint, c'est un marathon là. » Et c'est vrai, c'est lentement mais sûrement. Et si tu précipites les choses, tu vas soit casser ton autre jambe, soit repéter la suture. Tout à fait. Donc c'est comme ça que j'ai vu tout de suite ma rééducation. J'avais un petit objectif, tu vois, en juin, j'avais fait mes calculs toute seule, 6 mois, il y a les France en juin, nickel, peut-être il y a les Europes, je pourrais faire la prépa. Il faut toujours être ambitieux, de toute façon, il faut être optimiste. Et quand les médecins, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, les médecins te disent tu n'y comptes même pas, bon là, allez, j'ai lâché prise sur cet objectif et j'ai vraiment
conscientisé que c'était une année off et maintenant c'est complètement OK. Ok, super. Et le but, c'est de t'entourer. Alors par contre, tu as des étapes, comme c'est une blessure qui est extrêmement connue, Oui. il y a des étapes Oui. qui sont écrites. Tu parlais de 6 mois, alors, en dessous de 6 mois, il n'y a pas de mouvement pivot, d'appui. Voilà. Je ne me rappelle plus exactement À le 3 protocole, mois, mais tu c'est cours. 3 mois, 6 mois. À 6 exactement. mois, je vais à Cap-Breton au C'est ça. CERS. Enfin, il y a plein Tu vas à d'étapes comme Cap-Breton, ça. Ouais. super. Ok. Il y a plein d'étapes comme ça que je connais et qui me permettent un peu de savoir où j'en suis dans ma rééduque. Donc ça, c'est plutôt luxueux parce que tu as d'autres blessures où c'est le flou complet. Ouais. Donc j'essaie de suivre ces indicateurs et en étant toujours à l'écoute de mon genou. Ok. Ton corps, si ton genou gonfle, si ton genou chauffe, t'arrêtes. Tu vois, il y a des choses où juste tous les matins je le regarde et s'il est avec moi, on y va, on avance. Tu pousses le Voilà. renfo, la réduc, la proprioception, ce genre de choses. Ouais. Donc du coup, c'est quoi ton planning là aujourd'hui de blessé de rééducation? Alors ça, c'est dur parce que quand tu es athlète, tu passes de 6 heures d'entraînement à 1 heure, 1 heure et demie de kiné, tu vois. Donc rapidement, je Tu voulais... souffres. Ouais, tu souffres parce que tu perds ton identité en fait. Ouais. Hein. C'est un job que tu ne peux plus faire et pas pendant une semaine, tu vois. Donc je me suis, dès le lendemain de mon opération, de ma blessure, tu vois, j'étais blessée le 27 octobre et opérée le 5 décembre. Ok. Donc j'ai eu un bon mois de latence. Et je me suis tout de suite dit, tu vas pas rester dans le canapé. Tu vois, je voulais pas du tout lâcher prise. Donc j'ai fait de la préparation physique haut du corps, parce que quand tu es blessé en bas, tu peux très bien faire le haut. J'ai cherché à créer quelque chose sur mes réseaux. Je proposais à ma communauté de faire des lives avec mon staff pour occuper mon temps. Ouais. Bon, j'essaie de faire des trucs, tu vois. Et puis après l'opération, là, je pensais tout de suite, tu vois, j'avais pris des rendez-vous, j'avais dit au coach physique, c'est bon, une semaine après, je suis là. Non, j'ai dû couper une semaine, parce que j'étais, tu vois, on en parlera dans les compléments et tout, mais l'anesthésie générale m'a mis KO complet. Ouais. Et par contre, au bout d'un mois, j'ai eu le cap, j'ai lâché mes béquilles et mon attelle. Et là, tous les jours, je fais 1h30, 2 heures de kiné. Je fais une demi-heure de balnéothérapie, je fais 1h30, 2 heures de muscu et à cela, j'ajoute des rendez-vous prépa mentaux, de la posturologie, de la naturopathie, tout ce que je peux, vraiment, Ok, super. je récolte. T'as raison. Du coup, c'est où ta rééducation? C'est dans un centre? C'est avec différents endroits où tu vas? Ça se passe comment? Alors, j'ai fait un choix qui est un peu original. Mon conjoint est à Orléans Ok. et donc j'ai décidé de faire un petit mix des deux. J'ai de la chance parce que l'un des kinés de la fédération se trouve à Orléans. Super. Donc, Parfait. vraiment, les planètes s'alignent. Mais je me suis dit, Jade, pendant 6 mois de rééducation pure, tu ne vas pas rester 6 jours sur 6 à l'INSEP alors que tes amies elles sont en Coupe du Monde, parce que ça, c'est le plus dur. Hein. Quand tes coéquipières sont en compète et que tu n'y es pas, ça, c'est seul dur. à l'INSEP, oui, j'imagine. Donc, c'est d'ailleurs dans ces moments-là où je fais des lives avec mon staff, tu vois. Ok. Donc, je fais 3 jours par semaine à l'INSEP avec mon prépa mental. Je vais voir les filles tirer pour rester un peu dans le groupe. Ça aussi, c'est dur. Ouais. Je fais de la kiné avec l'INSEP. Donc, voilà, 3 jours à l'INSEP. Et jeudi et vendredi, je rentre à Orléans avec mon kiné d'Orléans. Ok, ça marche, super. Plus naturopathe, plus différentes choses en ponctuel, quoi. Ouais, et beaucoup de visio, du coup. Et beaucoup de visio. Ok, super. Ça marche. Je lis un petit peu où est-ce qu'on en est. Ouais, franchement, tu as déjà tout parcouru, c'est super bien structuré. Si on switch maintenant sur là, l'équipe, j'ai compris, tu as l'INSEP, plus les gens que tu avais autour de toi et ce que tu mets en place. Si on switch un petit peu sur la partie nutrition, si tu pourrais comparer un petit peu la Jade d'avant l'opération et de maintenant, est-ce que ton approche est différente et quelles sont tes habitudes du coup maintenant? Oui, complètement différente. Donc, deuxième chose que m'a appris ma blessure, c'est la connaissance de mon corps, tu vois. D'accord. Et autant avant, j'ai toujours été super équilibrée, j'ai jamais eu trop de soucis de nutrition et de diététique, qui ne sont pas la même chose, mais j'ai jamais eu trop de soucis là-dedans. Naturellement, j'ai une raison, tu vois, où déjà j'adore les légumes et les fruits, donc ça aide. C'est déjà un bon point. Ça aide. Exactement. Et, mais sans forcément comprendre ce que le légume apportait à mon corps, ce que le lipide, qu'est-ce que c'était qu'un lipide, voilà. En fait, je m'intéressais pas trop à la micronutrition. Donc, dès l'instant où je me suis blessée, je me suis dit que j'allais me former là-dessus. Donc actuellement, je suis une formation avec l'atelier des chefs d'ailleurs et qui m'explique tout ce que c'est, comment mon corps l'ingère, pourquoi c'est intéressant et tout. Donc ça, c'est hyper bien. Et puis, cette blessure, donc ça j'en parlerai plutôt à la fin pour la dernière question, la naturopathe que je vois m'a énormément aidée pour désintoxifier mon corps, notamment après une anesthésie générale. Franchement, si on s'intéresse à ce que ça fait à ton corps, c'est terrible. Donc, c'est pour ça que c'est qu'une par an ou toutes les 2 ans, hein, tu peux pas... Alors, je ne connais pas la quantité, mais tu vois, sur ton foie, c'est aberrant. Donc, j'ai fait beaucoup de travail pour drainer mon foie.
retrouver des micronutriments, de la vitamine parce que j'en ai perdu beaucoup. Ouais. Voilà, donc, et puis évidemment, aider mon corps à suturer, à transformer, parce que le ligament croisé, quand même, tu transformes un tendon en un ligament. Ouais, tu connais, mais c'est dingue. Mais c'est dingue. En fait, c'est vraiment la base de la création des cellules humaines, quoi. Ça se transforme en cellules souches qui changent de propriété complète, quoi. Exactement. C'est assez fou. Ouais. Donc c'est complètement ce que je suis en train de l'aider à faire. Tu vois, je lui donne beaucoup de collagène, des compléments pour les ligaments, les structures osseuses. Enfin voilà, j'essaye de lui donner un max. Et donc du coup, on peut creuser un petit peu ça. Donc tu as dit que collagène pour les structures osseuses, quoi, de la vitamine D. Tu prends quoi à ce moment-là alors pour le ligament, c'est le strobiol, mais ça c'est une marque, je crois. Okay. Mais je prends énormément collagène, ça c'est génial. Ouais. Je prends beaucoup de vitamine D, oméga 3. Ouais, oméga c'est 3, la base anti-inflammatoire. De toute façon, voilà, je pense que magnésium, oméga 3, tout le monde devrait en prendre de manière très fréquente. 90% de la population déjà est en carence de vitamine D l'hiver et d'oméga 3 toute l'année. Exactement. Donc voilà, ça, je le conserverai après ma blessure. Mais maintenant, je comprends pourquoi, tu vois, et je vois un impact, tu vois, sur ma forme. Ça, c'est vraiment très bien. Tu vois l'impact sur mon état général, ouais. Ok. Pourtant, je continue à m'entraîner quand même quotidiennement avec moins d'intensité, mais j'ai pas. Tu vois, par exemple, le magnésium, j'avais la paupière qui tremblait. Ouais, c'est un signe typique de manque de magnésium. Ouais. Vraiment, j'ai ça, c'est magique pour le coup. Et le collagène, moi sur ma peau, mes ongles qui poussaient pas, bon, ça, disons que c'est des conséquences directes. En intracorporel, je le sens moins, c'est sûr, mais tu vois, j'ai beaucoup d'avance dans ma rééduque et je pense que ça y contribue. Mais clairement, de toute façon, comme tu dis, la paupière, là pour le collagène, les cheveux, les ongles, la peau, c'est des signes extérieurs, mais s'il y a des carences avec des signes extérieurs, il y en a forcément à l'intérieur que les gens ne remarquent pas. Et moi, les sportifs que je suis, qui font les analyses, à chaque fois ils me disent « mais je suis bien, je suis au poids, ça va ». Puis après, ils font des résultats d'analyse et ils se rendent compte, en fait, j'ai plein de carences. Et puis quand ils se complémentent ou ils changent leur nutrition, 2-3 mois après, parce qu'il faut laisser le temps, ils me disent, en fait, je suis moins fatigué, ça venait de là, en fait. Voilà, exactement. C'est exactement ça, super. Et tu vois, la naturopathe, elle m'a... tu pensais que les analyses laboratoires que tu recevais après une prise de sang, tu pouvais t'y fier à 100%. En fait, non. C'est des données labo qui sont de manière générale, qui sont généralisées par la population. Sauf que déjà, moi, je suis sportive, donc je ne correspond pas à la majorité des gens. Et donc, elle m'a aidée à comprendre, tu vois, les dessous de ces chiffres. C'est super que tu en parles parce que du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté, mais avec Agon, la société que j'accompagne ça justement donc, avec le laboratoire avec lequel on travaille ne travaille pas sur les résultats, sur la gaussienne qui est la gaussienne de monsieur et madame tout le monde, mais sur celle des sportifs. Parce que du coup, effectivement, quand tu as des résultats qui sont dans la gaussienne qui sont OK, mais pour un sportif qui fait 2 entraînements, 3 entraînements par jour, ou même un entraînement tous les jours, non, là, tu vas être en carence, c'est pas bon, quoi. Exactement. Donc, effectivement, tout à fait. Il ne faut pas regarder les résultats. Si vous faites de votre côté des analyses labo, il ne faut pas forcément regarder quand ils te donnent la feuille où tu ne comprends rien, plus, moins, et si vous êtes entre le plus et le moins, en fait, si vous êtes un sportif de haut niveau, un sportif qui en fait avec haute fréquence du sport, c'est pas parce que vous êtes dans la moyenne française que c'est bon, quoi. Exactement. Tout à fait. Et ça, comme tu dis, tout le monde devrait se renseigner un peu plus derrière. Ça demande un regard pro, Exactement, tout à fait. Mais c'est intéressant de le faire une fois. Exactement, c'est ce qu'on fait avec Agon. Et de toute façon, n'importe quel nutritionniste du sport ou naturopathe, des gens qui ont l'habitude de travailler avec ce genre d'analyse, c'est bien de le faire avec des spécialistes, parce que de vous-même, vous allez penser être dans les clous, alors que pas forcément si ceux qui s'entraînent, même les amateurs, pour un marathon ou qui courent 5-6 fois par semaine. Effectivement. Et tu vois, je vais te partager aussi un autre truc. Alors, je pense que c'est pluridisciplinaire, ce qui m'arrive, mais j'ai été complètement... le mot, c'est... j'étais pas réglée pendant 3 ans, les 3 dernières années. D'accord. Ce qui est très fréquent chez les sportifs de haut niveau. Ce qui est très fréquent. Et donc, je me blesse en octobre. Je commence un travail avec une naturo en novembre, une naturopathe en novembre. Je lui explique ce problème, elle m'explique certains, peut-être, régimes alimentaires, tu vois, les oméga 3, elle a dit que ça y aidait beaucoup, tu vois. Donc voilà, je me supplémente comme elle me le dit. Mais à la fois, j'arrête le sport à haute intensité. Donc ça a joué. Il y a 2 paramètres qui jouent, donc tu ne sais pas lequel fait effet. Tout à fait. Et ça fait 2 mois que je suis réglée comme un i, quoi. Donc, à voir quand tu recommenceras la haute intensité. Si voilà, effectivement, exactement.
Ok, super intéressant. Super intéressant. Donc du coup, l'alimentation, donc là maintenant tu fais vraiment attention. Avant ça, l'alimentation, il y avait des nutritionnistes au sein de l'INSEP, tu avais des échanges avec eux, ou effectivement tu suivais, mais comme tu mangeais bien, ça se limitait à ça? Non, alors ça fait partie de la grosse brique qui est essentielle à avoir dans son mur du sport de haut niveau, hein, la nutrition. Après, c'est pour moi trop général. C'est vraiment, tu vois, la composition d'une assiette. C'est un truc que tu apprends, moi je l'ai appris ça au collège ou même au primaire. Bon, le quart, demi, enfin, ça me parlait pas trop. C'est déjà les bases, et hein, puis, mais c'est très... c'est des bases que je faisais déjà très très bien à la maison. En fait, tout commence avec les parents et mes parents le font très bien. Donc, j'ai pas appris davantage avec eux. J'ai appris plus sur la manière dont tu t'alimentais en compétition. C'est jamais facile quand tu vas en Asie, t'as pas ce que tu veux forcément. Voilà. Ok, mais, c'est ça, sur le timing pour la compétition et comment se débrouiller. Voilà, comment se débrouiller. Ça marche très bien. Ouais, effectivement, après, toi, tu as eu cette chance de ton éducation peut-être d'avoir une alimentation variée. Je peux te rassurer, c'est pas tous les sportifs. Oui, je m'en doute. J'en vois autour de moi à l'INSEP. Il y en a, les légumes, qu'on leur dit, faut manger ne serait-ce que des légumes, ils te regardent avec une tête. Ouais, des fruits, des bananes, ok. Ça se limite à ça. Exactement. Non, mais c'est sûr. Donc, c'est bien, tu parlais d'une bonne chose. C'est ça. Il y a aussi d'autres facteurs que la nutrition sur l'amélioration de ta récupération. Il y a le stress, il y a l'approche mentale. Donc toi, c'est quelque chose que tu maîtrisais déjà bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres travaux que tu as effectués sur toi-même, comme le sommeil ou je ne pense pas à d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres sur lesquels tu travailles ou pas? Mais il y en a des centaines. Le sommeil, bon alors petite anecdote aussi, alors ça date pas de ma blessure, ça date d'avant. Il y a 1 an, mon conjoint m'amène voir Mesmer en spectacle. J'y suis allée aussi avec ma femme. C'est vrai? C'est là, il n'y a pas longtemps, là, le Hertz... Non, c'était il y a quelques années quand il a commencé à péter en France. Quand il a fait ses tout premiers shows, c'était au Grand Rex. Ah ouais, ok. Tu passes une bonne soirée. Hein. C'est impressionnant. Moi, j'étais mort de rire. Ah oui, que tu adhères ou que tu n'adhères pas, c'est un spectacle. Bon, pour l'anecdote, elle n'y croyait pas forcément et elle est tombée dedans. Elle est montée sur scène? Non, ok. Non. Mais c'est assez fou quand même. Ah oui. La force mentale, les effets qu'on peut avoir sur le psychique des gens, c'est complètement dingue. Et moi, j'y crois énormément. Alors, je suis très branchée spiritualité, je crois à beaucoup de choses. Ok, super. Et ce jour-là, il a dit une phrase qui a révolutionné mon sommeil et celui de mon conjoint. Il a dit que, il émettait en fait des recherches scientifiques sur le sommeil et disait que l'humain fait des cycles d'1h30 de sommeil. C'est ce qui se dit, oui, tout à fait. Et tu dois faire 5 cycles complets, donc 7h30 de sommeil, pour être en forme. Et les fameuses 8 heures de sommeil, en réalité, c'est 7h30 de cycle d'1h30, donc 5 fois 1h30, plus une demi-heure d'endormissement pour dormir profondément. Et donc, il conseillait de mettre son réveil en 1h30. C'est-à-dire que quand tu te couches, tu te dis pas, tu calcules avec ton temps de trajet, point barre. Non, tu te dis, je vais d'1h30 en 1h30 pour ne pas me réveiller en plein cycle. Ouais, c'est ça qui te tue en général, voilà. C'est le réveil en plein cycle. C'est le fameux, tu te lèves à 11h, mais tu es dans le coltard. En fait, c'est parce que tu es en plein cycle. Tout à fait. Et donc, je mets mon réveil comme ça, et franchement, c'est révolutionnaire. Donc voilà, j'ai trouvé ma méthode pour dormir. Super, effectivement, j'ai lu ce genre de choses. Moi, personnellement, j'ai du mal à les appliquer. J'essaie de dormir les 8 heures, mais effectivement, l'heure et demie de cycle, c'est assez connu et c'est assez poussé. C'est des Cristiano Ronaldo aussi qui mettent ça en place. Pas mal de gens qui poussent la performance au maximum qui font ça. Toi, tu as senti en tout cas les résultats. Quoi. Ah oui, je me réveille, je suis en forme. Il y a d'autres choses. Est-ce que tu as d'autres choses comme, je sais pas, il y a pas mal de gens qui font des bains froids ou d'autres, on va dire, sciences holistiques Oui, alors nous, effectivement, on a récupération bain chaud, bain froid à l'INSEP tous les soirs. Ok, ça c'est Donc très ça, c'est évident. On a de la cryo aussi, mais pas aussi régulièrement quand même, parce que c'est très très sollicitant et perturbant pour ton corps. Donc tu le fais peut-être une fois toutes les quinzaines ou un truc comme ça. Ok, d'accord, quand même. Et tout ça, c'est à l'INSEP? Oui, tout ça, c'est à l'INSEP. Ah oui, non, mais quand je te dis que c'est vraiment top, le lieu des champions, tout y est pour réussir en tout cas. Tu es depuis quel âge à l'INSEP? 2019, donc 19 ans, je suis de 2000. Donc ça fait déjà quelques années. Et à l'INSEP, dans l'escrime, alors je pense que l'INSEP investit beaucoup pour tous les sports de l'escrime parce que justement c'est un sport avec beaucoup de médailles et la France c'est très important pour ça. Ça se passe comment l'INSEP? Est-ce que c'est des concours tous les ans? Sur
combien de temps tu peux y rester? Est-ce que tous les ans, tu dis est-ce que tu vas rester encore? Est-ce qu'il y a, du coup, il y a une petite compétition interne? C'est comment? On est 12 à l'INSEP, 12 Ouais. fleurettistes dames, 12 fleurettistes hommes, 12 ébéistes Ok. dames, enfin, voilà, c'est par 12. D'accord, ça marche. Donc c'est extrêmement compétitif. Et en plus, il y a une différence générationnelle énorme. Tu entres quand tu as à peu près 18-19 ans et tu y restes, tu peux rester jusqu'à tes 35 ans. Enfin voilà, il n'y a pas d'âge limite tant que D'accord. tu es dans le Tant que tu es là. performant et haut niveau, ok. Ça marche. Exactement. Très bien. Généralement, ils te laissent 2 ans. C'est-à-dire que si tu entres et que tu n'arrives pas à faire de bons résultats la première année, on considère que tu as le temps d'adaptation. Tu viens de chez toi, tu viens de ton club. C'est totalement différent. Je veux dire, c'est un enfant qui quitte la maison, quoi. Donc, ils te laissent 1 an. Et une fois que tu as passé ces 2 ans, par contre, là, c'est faut te battre pour ta sélection. Ok, ça marche. Donc, il faut que tu fasses de la performance en championnat. Voilà. Donc toi, pour toi, tu es championne d'Europe par équipe, hein, c'est ça? Ouais, J'ai vu en U23. C'est ça. En U23. Et donc du coup, là, quand tu as une blessure comme ça se passe comment à l'INSEP? Donc en gros, là, tu as ton année off, Ouais. ils t'accompagnent, donc du coup, ils misent aussi sur toi, sur le retour. Ça ne te met pas trop de pression? Ou au final, de base, tu avais cette pression et tu sais l'aborder? Comment tu vis ça? J'ai décidé de lâcher prise là-dessus. Ok. Parce que concrètement, je peux rien faire cette année pour me battre. De toute façon, oui. À part revenir forte. Exactement. Tu vois, et j'imagine que dans ce moment-là, ils veulent voir ton engagement aussi, d'accord? Est-ce que tu baisses les bras ou est-ce que tu donnes tout pour réussir? Voilà. Okay. J'ai l'impression que là, tout est entre leurs mains. Moi, je fais tout de mon côté parce que mon but, c'est que ce genou, ce soit un monstre. Mais après, voilà, libre à eux. Mais effectivement, les blessures, c'est un gros sujet. Même là, tu vois, j'observe petit à petit une chute libre dans le classement international et national. Bah oui. Parce que tu peux plus te battre. C'est comment? C'est comme au tennis, le système un peu, tu as des points à chaque compète, donc quand l'année passe, les points que tu avais l'année précédente, tu les perds? C'est un classement glissant. Donc la compète à date de l'année suivante remplace les poinns de l'année précédente. Ok, ça, ouais, comme au tennis. Okay, voilà. Donc au fur et à mesure que l'année va passer, les points que tu avais engrangés l'année avant, tu là, les c'est perds. fini, je ne regarde plus. J'ai regardé les 2 premiers mois et j'ai arrêté. Ce qui est bien, c'est que quand tu vas revenir, tu pourras que monter. Oui, voilà, c'est vrai. Exactement, j'aime cette Tu pourras que être en croissance, quoi. Voilà, exactement. Fois 1000%, voilà, chaque mois, tu peux calculer en pourcentage, tu as raison. Comme ça, tu vois de la bonne façon. Ok, ça marche. Si on se projette un petit peu là sur ton retour, donc ce que j'ai mis, ce que je comprends, c'est que tu as mis tous les paramètres de ton côté. Déjà, tu étais déjà bien encadré par l'INSEP. Toi, de ton côté, tu avais la partie mentale, tu as pensé à l'aspect, on va dire, sommeil, etc. Là, en plus, tu as vraiment une approche nutrition, complément alimentaire pour améliorer ta performance. Si on parle un peu plus peut-être fleuret technique et projection, est-ce que ça va faire évoluer ton jeu ou pas, ce genre de blessure? Alors, c'est peut-être un peu tôt pour l'anticiper parce que tu ne sais pas comment ton genou va évoluer. Normalement, tu ne vas pas perdre de flexibilité et tout. Alors moi, je suis qu'un amateur, mais je sais que j'ai plus la même flexibilité et que je l'avais avant ma blessure. Elle va être comment ton approche? Moi, je pense que si tous les jours tu travailles ta souplesse, ton explo... Normalement, tu reviens à 100%. Ouais, tu reviens à 100% et peut-être mieux d'ailleurs, parce que forcément, quand tu fais un focus sur un membre de ton corps, d'ailleurs, il ne faut pas oublier l'autre, mais c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Par contre, je crois foncièrement que quand tu as un temps d'arrêt comme ça, il faut te focaliser sur un autre axe de travail. Et moi, je dis que j'explore des trucs que je ne sais pas faire. Donc, tu vois, par exemple, à l'escrime, il y a des actions qui s'appellent des fouettes. Donc, tu vas toucher le dos en envoyant fort ta main et donc ton fleuret pour que la lame se plie. C'est une lame qui est métallique mais assez flexible tout de même. On voit très bien sur les images. Ouais. Voilà, et moi je ne sais pas faire ça, donc j'en fais jamais. Donc j'exploite pas cette cible dans le dos. Et je me suis dit, allez, tu as 1 an. Donc Stephen Curry, le basketteur, j'ai lu qu'il faisait 300 à 500 paniers par jour. Donc tous les jours, je fais 100 fouettes sur le mannequin. Voilà, je me dis... Ouais, donc c'est cool. Donc tu vas élargir ton jeu, quoi. Voilà. Essayer d'avoir profité. Voilà. Vraiment, on voit les vidéos souvent, tu es en train de faire au mannequin. Voilà, exactement. Parce que là, tu as besoin de fléchir sur les jambes, de bouger. Voilà, je me mets debout. C'est quoi? C'est dans le poignet, du coup? Ouais, dans le poignet, le bras. Je suis en train de développer énormément mon haut du corps. J'ai jamais été aussi musclée et stock Elle est balèze, je confirme. Je suis balèze. Mais voilà, c'est vraiment un poignet. Et durant l'année, tu n'as pas trop le temps de le travailler parce que tu te focuses que sur les points essentiels, ton jeu, comment perfectionner ton jeu, corriger quelques erreurs. Mais de là à découvrir tout un nouveau volet de ton jeu, non, tu n'as pas le temps en fait. Oui, ok. Ça, c'est top. Donc, du coup, tu vas pouvoir après tester ça quand tu iras mieux et tu pourras surprendre tes adversaires qui te connaissaient avant. Exactement. Ça, c'est top.
J'ai vu que tu avais une blessure à la main qui est propre Ouais. aux fleurettistes ou aux escrimeurs en C'est général. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui sont liées à ton sport ou pas? Oui. Alors, donc on a quelques bleus parce que ça reste un sport de combat, on prend des coups. Alors, on est masqué, donc je sais qu'on se fait charrier par les lutteurs, les judokas qui disent non mais vous n'êtes pas un sport de combat. Ouais. On est un sport de combat, mais avec plus d'élégance. C'est les bleus dans les bras quand tu prends des coups. Les bras, les jambes, on a pas mal de bleus. Okay. Sinon, effectivement, là, ce petit bobo que j'ai au niveau de la main, c'est parce que la poignée que je tiens, quand on n'a pas fait... En fait, on a une corne naturelle qui se fait... tu vois, j'ai aussi des petites cornes là de gymnaste, parce qu'en ce moment, je fais des anneaux de gym. Okay. Mais on a des cornes naturelles, c'est magnifique à voir, je trouve. Ton corps crée un amas supplémentaire de peau pour protéger ta poignée, donc c'est génial. Et donc, sinon, les blessures un peu chroniques, ça va être des lésions musculaires, parce qu'on est sur un sport qui demande beaucoup de souplesse. Donc, on fait des fentes, tu vois, on demande à aller écarter les jambes énormément. Donc, soit c'est impressionnant d'ailleurs. Soit en surentraînement, donc quand on enchaîne beaucoup les compètes, là, le muscle est fatigué, il n'arrive plus à s'étirer sa pète. Et donc, tu as là pour aller 2, 3 semaines, 4 semaines max de pause. Okay. Sinon, ça va être des micro-lésions, mais on gère. En fait, un athlète qui est adulte, c'est un athlète qui va tout de suite repérer le début d'une blessure. Il sait que c'est la forme de trop. Dès qu'il sent que... Et donc, du coup, c'est beaucoup d'entraînement. Si on re-switch un peu sur le physique, là, tu m'as fait penser, tu vas faire beaucoup de mobilité chargée, en fait, du coup, pour avoir de la force. Parce que, du coup, tu fais des espèces de squats, des fois un peu en fente, là où... Pas dans tous les sports. Non, on va dire qu'il y a énormément de souplesse et d'explosivité. Ça, c'est vraiment nos deux piliers. Explosivité. Avec beaucoup de réflexes. Et d'ailleurs, il y a un pilote de Formule 1 qui a dit que s'il devait passer son véhicule à un sportif sur cette planète, il le passera à un escrimeur. Parce qu'on a des très très bons réflexes quand même. On doit analyser une action dans un champ visuel. On réagit très facilement. Donc explosivité, souplesse et travailler ses réflexes. Du coup, les réflexes, il y a des travaux spéciaux comme le Formule 1 peut faire avec des balles, des lumières, de la musculation des yeux. On bosse beaucoup avec des balles, des réflexes. Le prépa physique intègre des balles de tennis, des balles de golf facilement dans sa prépa pour qu'on puisse apprendre à avoir des réflexes dans n'importe quelle situation. Ok, ça marche. Et du coup, ça c'est... alors j'imagine, pour toi, tu m'as dit tout à l'heure, tu étais une grosse bosseuse, mais tu n'étais pas innée sur la partie escrime. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont ça plus naturellement dans le sang, mais c'est quoi? C'est le sens du combat? C'est quoi en fait? Il y en a qui ont le sens du combat, ça pour le coup je pense que je l'ai bien. Par contre ça va être notion de la distance, tu vois, il y en a qui naturellement savent exactement à quelle distance il faut déclencher une attaque, tu vois. Et moi ça c'est en cours de recherche encore et encore, tu vois. Il y en a qui sentent ça très très bien, quoi. Et du coup toi tes forces, ça serait quoi? Moi je suis une contre-attaquante, donc j'adore créer des pièges et saisir l'opportunité. Ça c'est vraiment ce qui m'anime. Donc, faire croire qu'il y a une ouverture, laisser venir justement les gens qui pensent avoir le sens, et après ton explosivité et tu t'attaques. T'as tout compris. Ok, super, ça marche. Super intéressant. Faudrait que j'essaye un jour. Carrément. C'est un ami à moi qui en faisait à Levallois. Ah ouais. Il en faisait à Levallois dans son lycée. Petite dédicace à lui. Et je sais qu'il faisait des compètes, donc j'étais très content que je t'interviewe aujourd'hui. Ah ouais, c'est de l'épée à Levallois, c'est l'un des plus gros clubs français. Ok, ça marche. Du coup, si on reparle un peu projection, je vois que tu m'en as parlé dès le début, tu as plein de projets. Si on est tourné vers l'avenir, c'est quoi ta vision, on va dire, déjà tout de suite, on va dire à court terme, je pense retrouver la piste, hein, mais si tu as des projets à moyen terme, ça serait en escrime et après on parlera du reste, ça serait quoi? Alors en escrime, donc le court terme, pour moi, un court terme, c'est la saison. Donc effectivement, ce sera avoir confiance en mon genou, revenir avec de la confiance, tu vois, plus y penser en fait. Et à moyen terme, donc on va dire l'objectif à long terme, c'est médaille aux Jeux de 2028. Et d'ici là, réintégrer l'équipe de France du coup l'année prochaine pour des championnats. J'aimerais que... C'est un championnat chaque année, c'est ça? Alors tous les ans, tu as championnat d'Europe, championnat du monde. Et tous les 4 ans, le championnat du monde est remplacé par les Jeux. D'accord. Donc nous, toutes les saisons, on a des championnats. Il y a c'est ça. C'est bien du coup. Voilà. C'est très timé. C'est ça. Parce qu'il y a 2 grosses échéances par an du coup. Oui, et pour te qualifier aux Europes et au monde, tu dois faire 5 Coupes du Monde pour avoir le meilleur classement et qu'à la fin ils disent ok, on prend celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Il y en a 4. Et du coup, l'équipe de France, c'est basiquement les femmes au fleuret, ils prennent
les meilleurs dans le classement, quoi. Et non, malheureusement. Non. Ah, ok, d'accord. Si c'était si facile. Ah, ok. Ils vont prendre les 2 premières, sincèrement, c'est compliqué de ne pas les prendre. Donc Ok. voilà, on va dire que tu es sélectionné d'office, mais après ça s'appelle choix de la commission. Ouais. Donc ils se réunissent autour d'une table et puis ils votent. Ok. Ils vont regarder la forme du moment, ils vont regarder aussi quel est le quatuor qui fonctionne le mieux, tu vois, il y a plein Oui, d'autres aspects. parce qu'il y a l'individuel, mais il y a l'équipe aussi. Exactement, et ce sont les mêmes. En fait, c'est 3 athlètes individuels qui viennent se supplémenter d'une 4e pour l'équipe. Donc Ok. voilà, ils essayent de voir quelle est la meilleure osmose, quoi. Ok, ouais, c'est important, il faut créer le groupe de toute façon. Exactement. Parce que ça peut flinguer la compète de tout le monde s'il y a Ah oui. un mouton noir, quoi. Mais c'est ce qui rend aussi la compète parfois un peu injuste, parce qu'imagine t'es 3e et que t'es pas pris, tu te dis mais attendez, je suis 3e. Alors ouais, que mais- peut-être dans d'autres nations, tu serais numéro 1. Exactement, C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, tu m'as dit tout à l'heure, ouais, être en France, c'est bien parce que c'est une grande nation de l'escrime, Ouais. mais d'un côté, le niveau est plus élevé. Oui, et voilà. Et puis, il est aussi moins élevé que dans d'autres sports. Hein. Oui. Dans d'autres pays, Ouais. l'escrime maintenant s'exporte énormément. Oui, oui, j'ai vu ça au JO. Voilà, il y a comment tu payes tes coachs aussi. Hein. Ils sont, en ce moment, il y a une grosse attractivité vers les pays asiatiques, Ouais. nord-africains, parce que voilà, Donc du ils coup, payent les bien. coachs par là-bas. Exactement. Ok, je comprends. Ça marche. Et du coup, si on parle un petit peu, hors escrime, c'est quoi tes objectifs toi aujourd'hui? Alors, hors escrime, j'ai un objectif pendant. Je ne suis pas en train de me dire, après, ma reconversion, ce sera. Oui, ouais, dès maintenant, tu as mis ça en place. Ouais, parce que je suis obligée, en fait, tu vois, parce que ça ne me rémunère pas. Ok, super. C'est un sport qui est amateur. Je comprends. Même si tu es championne olympique, tu vis des sponsors, tu vis du mécène, donc il faut que tu te bouges tout de suite. Tout de suite, un athlète, il est chef de sa propre entreprise. Il doit pitcher son projet, il doit gérer un budget, gérer sa com, enfin voilà. Donc actuellement, moi, c'est continuer ces conférences-là. Cette activité me passionne parce que je trouve qu'il y a un vrai lien entre le collaborateur et l'athlète de haut niveau. On cherche la performance, on doit gérer des échecs tous les deux. Enfin voilà, il y a vraiment du sens là-dedans. Donc j'aimerais exporter mes conférences même à l'étranger, pouvoir infuser toutes ces valeurs du sport auprès de tout un chacun. Ok, super. Et donc, on va rebondir sur moi, c'est super intéressant. Aujourd'hui, un athlète d'escrime en France, il ne vit pas pleinement des compétitions d'escrime, si je comprends bien. Non, il ne vit pas du tout de ça. Ok. Tu vois, le price money, pour les très très belles compétitions, ça va être 1 000 €. Mais par rapport à- 90% du temps, c'est 0, hein, c'est Par un rapport au- t-shirt. ouais, par rapport au sacrifice, c'est rien. Ben ouais, et même si tu vois, la médaille d'or au jeu, c'était 80 000, les autres médailles, c'était 50 000 imposées. En fait, si tu le divises sur 4 ans de travail, c'est 0. Oui, quoi. oui, non, mais Enfin, clairement. tu fais clairement pas ça Oui. pour Et puis l'argent. ça en fait un sur le... Voilà. Oui, ok, d'accord. Alors que c'est full-time job, quoi. Oui. Et donc du coup, donc ça m'intéresse. À l'INSEP, ça se passe comment? Ils vous logent, il y a un loyer, c'est comment la structure? Donc l'INSEP, effectivement, c'est un internat. On Ouais. dort, on mange, on Ouais. s'entraîne là-bas. Il y en a qui ont cours là-bas, donc Ok. vraiment, c'est très complet. Si tu as Ouais. envie de pas sortir de l'année, tu sors pas. Ok. Et par contre, c'est payant. Donc, D'accord. en fonction de ton sport, tu as des aides de la fédération. Nous, Ok. par exemple, la Fédé aide à hauteur de 70%. Ok, super. Et c'est actuellement, c'est 500 € par mois, Ok. tout compris. Ok. Et ça, c'est ce qui reste à notre charge, les 500 Ah ouais, €. mais oui, je comprends. Voilà. Oui, je Donc comprends. après, tu as certains clubs qui le prennent en charge, mais tu as des athlètes qui sont plus sur liste ou qui sont dans des clubs qui ne financent pas et dans des sports qui ne financent pas, bah là, c'est eux qui payent, quoi. Ok, ça marche. D'où ce que j'ai compris, toi, c'était une obligation de toute façon de trouver Ah oui. un côté rémunérateur. J'ai besoin de Via ta sponsors société, pour quoi. vivre, j'ai besoin de sponsors pour payer certains matériels, en fait, j'ai 24 ans et mes études se terminent là dans quelques mois, parce Ouais. que je suis en école de commerce. Ok, super. Je rends mon mémoire et en fait, je dois mettre de côté, je dois envisager peut-être l'achat d'une maison dans quelques années. Enfin, tu vois, et là, il faut absolument que mon activité soit rémunératrice. Donc non seulement elle me coûte, mais en plus, je fais pas de bénéfice. Donc il faut à tout prix que je cherche des sponsors et des partenaires pour Ok. ça, quoi. Et du coup, les sponsors, c'est via les événements, je pense, comme les JO qui permettent de les ramener. Avant, oui. Ouais. Après, non. Et après, c'est fini, quoi. C'est calme plat, Ah c'est oui. ça. Ouais. Ah oui, et même, t'en as qui te disent on a été très heureuse de t'accompagner, sauf que là, les JO, c'est dans 4 ans. Tu me rappelles dans 2 ans, mais là, on va sur d'autres sujets. Voilà. Et là, c'est la diagonale. C'est le trou noir pour C'est nous. pire que les croisés, ça. Ouais, bah oui, parce que là, t'as pas de solution. Les croisés, Ouais. t'as tout de suite un staff qui t'accompagne. Mais là, franchement, je discute avec des athlètes médaillés, tu vois, Ouais. ou des athlètes olympiens non médaillés, mais olympiens quand même, qui sont dans une galère monstre, Ouais. parce qu'il n'y a plus personne ça- qui veut Ça supporter. fait écho avec la semaine dernière, l'annonce de la réduction Bah, budgétaire ouais. de l'État français pour le Exactement. sport. De toute façon,
Enfin, moi, c'est un des sujets aussi. C'est pour ça que j'ai monté ce projet, le labo, mais aussi Agone. C'est pour essayer d'amener, trouver des solutions pour aider les sportifs. C'est que en France, c'est pas un État où on aide le sport, quoi, malheureusement. Non. Et c'est aussi pour ça que les coachs s'exportent. Ouais. C'est pour ça. Non, mais Parce qu'ils ne sûr. peuvent pas en vivre pleinement, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Et donc, du coup, là, ce que tu as monté, ta structure, tu peux rappeler peut-être le nom de. Oui. C'est ton nom propre ou c'est autre chose Donc, mes conférences, c'est une micro-entreprise au nom de Jade Maréchal, très facile. Et la formation, c'est Edge Unlimited, EJ Unlimited. Ok, ça marche. Et donc, du coup, avec une amie de l'équipe de Eva France. Lacheret qui a fait les jeux. Ok, super. Et donc, du coup, vous accompagnez tout type de sociétés, les grosses sociétés, les petites sociétés, les particuliers, ça se passe comment? C'est plus des entreprises voilà, PME quand même. Ouais, ok. Parce que on essaye de toucher un maximum de collaborateurs. Ouais. On a beaucoup dans le BTP ou dans le médical ou D'accord. dans l'assurance et la banque, c'est les trois secteurs. Ok. Et en fait, l'idée, c'est une formation de 3 mois Ouais. avec du présentiel en conférence avec nous qui venons en entreprise et une partie distancielle dans laquelle on fait venir 10 grands champions qui abordent 10 thématiques Super. pour qu'ils aient les astuces activables Ok. le soir même pour performer. Ok, super. Et donc, du coup, des astuces, ça va être effectivement rebondir derrière une mauvaise nouvelle au boulot. Gestion de l'échec, par exemple, c'est un des Gestion de l'échec. thèmes. Voilà, c'est la première chose auquel je pense. Ok, T'as Boris Dio qui vient parler de l'atteinte d'objectifs, Ouais. t'as Quentin Fillon-Maillet Ok, qui super. parle de l'échec, voilà, justement, Ok. comment on gère le stress, voilà, on essaye de faire venir des champions pour qu'ils puissent s'approprier nos astuces. Ok, super, c'est trop bien ça. Et puis je pense qu'il y a un vrai parallèle. Enfin, moi, je sais que dans ma vie professionnelle, dans le boulot dans lequel j'étais, commercial ou même j'étais ingénieur, j'ai fait toujours beaucoup de sport, de la compète, j'adore ça. C'est ultra formateur, quoi. Ah oui. Sur l'abnégation, la mise en place de planning, la gestion de l'échec. Complètement. C'est super important. C'est top, c'est super. C'est super, très bien. Et donc, du coup, toi, ce que tu veux faire, c'est continuer là-dessus et vraiment développer ça, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est ma mission number one. Et Ah, ok. alors, non, la mission number one, c'est d'être athlète. Voilà, Oui, c'est bien sûr. Mais à côté, déjà, j'en ai besoin. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, un athlète qui est 100% sur sa pratique, il se perd un peu, surtout quand c'est dur. Ouais. Tu vois, quand tu fais de la contre-perf, que tu es blessé notamment, ce qui m'a aidé, moi, c'est de me dire c'est bon, Jade, t'inquiète, t'es pas que athlète, t'as plein d'autres trucs. Ouais. Donc j'occupe Je mon m'occupe de quotidien mes avec ça. réseaux, je m'occupe de mon business. Exactement. Ouais, Parce que sinon, tu te que morfonds, quoi. ah, mais si t'es juste escrimeur et que tu te blesses, là, à part tes 2 heures de kiné par jour, ta journée est terminée, quoi. Ouais. Donc, et même sans parler de blessures, c'est important de savoir te représenter dans d'autres domaines, savoir que tu es compétent dans d'autres domaines. Et moi, je trouve que les athlètes qui sont performants, c'est des athlètes qui sont multicasquettes aujourd'hui. Tout à fait. Ok, super, parfait. Ça marche. Alors, je regarde juste où est-ce qu'on en est. On a tout parcouru. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse aussi maintenant, on va rebondir ça sur tes différentes casquettes. Comment aujourd'hui tu arrives à équilibrer ta vie? Alors là, tu es dans une période un peu particulière, mais comment tu gères tous ces plannings en même temps? Tu as peut-être des sollicitations, peut-être des fois des sponsors, ce genre de choses. Période avant les compètes, comme d'hab. Tu as ton business que tu dois faire tourner, il faut que tu ramènes de l'argent, tu as les entreprises, la formation en plus c'est sur 3 mois. Moi je pensais que c'était juste du one-shot des conférences, mais non. Donc il y a tout ça à construire, vous êtes 2. Tu as la compète. Comment tu t'organises? Est-ce que tu as des gens de ta famille, ton entourage qui t'aident par rapport à ça? Est-ce que tu as mis des structures en place? Non, alors on est vraiment que toutes les 2 sur cette boîte de formation. Et là c'est un vrai challenge parce que, comme tu dis, tu as juste déjà faire tourner la boîte, qui est déjà une activité à part entière, gérer la compta, tout ça. Donc déjà, on s'est divisé les tâches avec Eva. On a ce pouvoir d'être 2, parce que tu sais très bien que la vie d'un sportif de haut niveau, c'est des hauts et des bas, mais quotidien. Donc l'avantage d'être 2 athlètes dans un projet, c'est que, tu vois, si Eva m'appelle, elle me dit aujourd'hui je suis pas bien, je peux pas bosser. Moi, si je l'appelle, je dis là j'ai fait une compète nulle ce week-end, j'ai pas la tête à ça. Et ben l'autre, elle est là pour garder le bateau à flot. Donc ça, c'est déjà pour nous l'aspect sain et flexible de la boîte qui nous intéressait. Ensuite, sur la partie organisation, parce que comme tu le dis, j'ai pas que ces 3 casquettes, athlète, conférencière et formatrice. J'ai aussi ce qu'on fait, les sollicitations médias, podcasts, tout ça. Je dois communiquer, créer du contenu. Tout ça, dans ma journée, ça me prend énormément de temps. Donc, l'organisation, c'est l'une des clés d'ailleurs qu'on donne dans notre formation, où on veut
où j'ai trouvé les outils pour me sentir équilibrée. Ça a été un vrai travail, notamment, tu vois, parfois, quand je me plais énormément dans mes conférences, je me dis, mais allez, je vais en faire plein ce mois-ci, tu vois, je me sens, parce que j'adore ça. Mais non, il faut savoir équilibrer. Donc, j'ai dans mes journées, je me force à me mettre des moments ressources. Ça veut dire que je me bloque des plages horaires, mais parfois, en fait, moi, j'ai besoin que de 5 minutes. Et je me les bloque dans mon planning. Donc, c'est-à-dire que si c'est écrit, normalement, tu ne le loupes pas. Et c'est de la méditation pleine conscience. Alors, ce n'est pas juste mettre les mains, pousser un index, fermer les yeux et faire tu vois, c'est pas ça. C'est je coupe mes pensées et je me dis, est-ce que tu sens quelque chose avec ton odorat ? Est-ce que tu entends des bruits ? Est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois devant toi ? Je me connecte à mes 5 sens, je questionne mes 5 sens et souvent je le fais en regardant le ciel. Et ça, c'est ma pause ressource qui me permet de switcher d'une activité à une autre. C'est le moment où tu passes au calme et tu te retrouves avec toi-même sur tes sensations. Quoi. Et ça, quand j'ai trouvé ça, quand on m'a donné cette astuce, vraiment... C'est avec ton coach mental ou autre chose ? Une prof de yoga. C'est une prof de yoga, voilà, qui m'a donné ça. Il était 18h, elle m'a dit « Il est comment le ciel ? Tu l'as regardé aujourd'hui ?» Ça m'a piqué parce que je me suis dit « Mais mon Dieu, non !» À chaque fois que je sortais, j'étais sur mon téléphone. Parce qu'en fait, t'es dans ton tunnel. Ah ouais. Et donc je fais ça. Et puis aussi, le lundi matin... donc j'organise ma semaine pareil, je l'écris, je trouve que la force des mots écrits sur un papier sont performants. C'est un sacré type ça, Voilà, et donc j'écris, je dessine mon planning et je me force à mettre toutes mes activités sur la semaine, c'est-à-dire que je ne veux pas mettre toutes mes activités dans une journée, mais je veux qu'il y ait un peu de conf dans la semaine, un peu de réseaux sociaux dans la semaine, tu vois. J'essaie de ne pas tout mettre dans une journée parce que c'est impossible. Ouais. Par contre, dans la semaine, si tu regardes, il y a toutes mes casquettes dans cette semaine-là, tu vois. Ok, ça marche. Mais je répartis. C'est comme ça que tu fais. Donc du coup, ta semaine est bien timée et à la fin de la semaine, tu as rempli un peu, tu as avancé sur toutes les tâches. C'est ça. Et puis aussi, j'ai un dernier tips quand même. Sur mon application Notes, je vais te le montrer en live pour que tu vois que je ne raconte pas des bêtises. J'ai une to-do list que j'ai rangée. Donc tu vois, c'est une to-do. Et il y a 3 catégories. Il y a important et urgent à faire dans la semaine. Important mais pas urgent à faire dans le mois. C'est le diagramme d'Eisenhower. Et pas important, pas urgent à faire quand j'ai le temps. Ok, ça marche. Le diagramme de Eisenhower. C'est en gros, c'est un diagramme, tu apprends ça pas mal en management, en ingénierie sur la gestion des problématiques. Tu reçois un mail par exemple, donc tu traces une abscisse, une ordonnée. Tout en haut à droite, c'est urgent et important. Donc tu traites tout de suite. Ouais, c'est ça. Urgent, mais pas important. Tu sous-traites par exemple. Important mais pas urgent, tu programmes. Et pas important, pas urgent, on verra à la fin de semaine, à la fin du mois ou ce genre de choses. Généralement, cette liste-là, elle se coche rarement. Mais... C'est la même chose, exactement. Voilà. Et ça, mais dès que j'ai une pensée, je l'enlève et je la sors et je la mets sur mon téléphone. C'est ce qu'il faut faire. Parce que comme ça me préoccupe pas. Alors que si tu fais les courses et tu te dis, oh là là, j'ai oublié de prendre rendez-vous avec le médecin, tu te dis, bon, allez, j'y pense, tu continues à faire tes courses et tu le fais pas. C'est la bonne méthode. Alors effectivement, moi, je note pas trop sur ma to-do. Des fois, je le mets plutôt dans mon planning. Ouais. Je le mets dans mon planning de la semaine. Je sais que j'ai des blocs dans mon planning où c'est mon temps libre, entre guillemets, où j'ai le truc et j'ai mes notes de ce que faire. Donc comme ça, c'est nickel. Mais il faut. Sinon, tu oublies tout. Quand tu as 10 000 sujets en même temps, c'est impossible. Sinon. Exactement. Ok, parfait. Si maintenant on passait sur la partie donc conseils, tu nous as donné plein de tips déjà sur l'organisation. Ah oui, cool. Si on parlait maintenant sur la partie peut-être pour les sportifs, les sportives qui seraient intéressés pour vivre, passer au niveau sur la partie escrime ou peut-être d'autres sports qui sont, on va dire, où ils ne pourront pas vivre pleinement de leur sport. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner toi ? Je dirais quand même que il faut rester passionné parce que ça reste ça reste une activité. Et quand tu penses que ça devient un travail, donc ça c'est pareil, petit tips de mon prépa mental, qui me dit si tu trouves que tu travailles, t'associes la notion de dur, de difficulté. Et le travail en tout cas dans le sport, voilà. Et ça ne doit pas être le cas dans le sport de haut niveau parce que ça reste quand même un jeu, tu vois, on parle des Jeux Olympiques, si tu ne joues pas sur la piste ou sur le terrain, il y a un problème, quoi. C'est pas juste un métier d'usine où tu répètes les choses.
Donc, quand tu sens que ça va pas trop et que justement tu deviens un peu une machine et tu fais les choses parce que tu as l'impression qu'il faut Parce que tous cocher les des jours, c'est cases, l'entraînement, tous les trucs. Ouais. voilà, et ben tu vas perdre de la créativité sur la piste, tu vas perdre la stratégie. D'accord. Donc là, il faut couper un petit peu, quoi. Donc ça veut dire, mon conseil principal, c'est vraiment de te questionner parfois quand tu vas à l'entraînement, de t'écouter, est-ce que tu es en train de jouer? Et quand tu n'es pas en train de jouer, parfois, rien que dessiner un sourire sur mon visage, alors que j'ai pas envie de sourire, hop, ça me met tout de suite dans un petit mood un peu plus positif et créatif. Ok, donc en gros, si je résume, parce que je disais de couper, c'est pas forcément ne pas y aller. Ah non. C'est continuer, mais se dire ouais merde, enfin c'est qu'un jeu, j'ai de la chance d'être là, je m'amuse. Ouais, tu joues, tu trouves quelque chose qui te fait kiffer. C'est-à-dire, si tu arrives dans une séance et que tu n'as pas envie, tu te dis qu'est-ce qui me fait kiffer dans l'escrime? C'est de faire des contre-attaques. Moi, par exemple, j'ai une touche que j'adore faire, c'est faire des petits bonhommes. Et ben, je me dis, allez, aujourd'hui, j'avais prévu de travailler l'attaque, mais franchement, j'ai pas envie. Allez, je me fais rire, entre guillemets, je me fais plaisir, je fais cette action. Mais quoi. tu continues à t'entraîner. Mais je continue à m'entraîner. Et tu retrouves ton petit plaisir. Voilà, et tu te reconnectes à de l'adrénaline, tu vois, à du sourire, de la joie, le sport, quoi. Ça marche. Si, c'est parfait. Merci pour ce conseil pour ceux qui, des fois, l'oublient à ce côté. De toute façon, quand on voit les sportifs de très haut niveau qui ont performé dans plein de sports, c'est des passionnés, quoi. C'est des passionnés du sport. Souvent, ils adorent ça, quoi. Ouais. Il y a des exceptions, mais il y en a très peu qui disent bah non, c'est mon métier, je fais ça. Oui, c'est ça. Et même les sports pro, tu vois, si on parle de natation, en fait, il n'y en a pas un qui te dit qu'il adore l'entraînement et qui, voilà, il regarde les carreaux toute la journée et ils n'aiment pas ça. Mais par contre, ce qu'ils aiment, c'est la motivation pour aller à la compète. Ouais, c'est ça. Et donc, pour vivre l'entraînement, ils s'accrochent à des choses. Alors, il y en a qui imaginent des choses pendant qu'ils nagent, tu vois. Voilà, tu t'accroches toujours à ce qui te fait plaisir. Et quand par hasard, vraiment, tu es dans un down complet, moi, parfois, j'essaie de me rappeler pourquoi je me suis inscrite à mon club quand j'avais 9 ans, tu vois. Je me dis, ah, mais attends, t'aimais bien les lumières, tu trouvais ça beau comme sport, élégant et tout. Et là, ça me rallume une petite flamme, tu vois. Et de retrouver justement cette vision un peu naïf du sport. Tout à fait. Et ça te remet dedans. Ok, voilà. Parfait. Si, pour finir, là, tu es en pleine épreuve et tu es en pleine reconstruction et visiblement tout se passe bien et on va dire que tu es sur les gestions et je te souhaite le meilleur par rapport à ça. Tu penses que cette blessure, elle t'aura apporté quoi, si on essaie de regarder les côtés positifs? Vraiment, elle va me permettre de passer de Jade à Jade 2.0. C'est ce que je me dis tout le temps et j'ai vraiment appelé l'année 2025 comme ça. Tu vois, j'ai fait un mood board et il y a écrit Jade 2.0. Super. C'est-à-dire passer de l'athlète qui croit que travail égale résultat à une athlète qui fait de la qualité et moins de quantité, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment l'athlète adulte. C'est-à-dire que c'est l'athlète qui est au centre du projet, qui sait qu'aujourd'hui, c'est l'entraînement de trop, ou qui sait qu'aujourd'hui, c'est l'entraînement où je dois me pousser parce que c'est là où je vais gagner en explosivité, technique, stratégique. Donc, c'est mieux me connaître, c'est mieux m'entourer, décider comment je m'entoure, comment je m'entraîne et le faire intelligemment. Tu vois, parfois... le travail intelligent, quoi, c'est ça. Ouais, voilà. Travail intelligent et entourage. Exactement. Parfait, super. Pour finir, sur les réseaux sociaux, on en a parlé brièvement. Où est-ce qu'on peut te suivre, te donner de la force? Comment on peut te contacter? Si on veut te contacter, si je suis un patron de PME ou quelqu'un à côté RH, je pense que tu communiques avec les RH ou ce genre de choses. C'est à fond LinkedIn pour eux. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram. Voilà, ce sont mes deux canaux. Et sur Instagram, de toute façon, on mettra en lien ces deux canaux. Donc n'hésitez pas à suivre Jade sur ces deux canaux et puis à la contacter. C'est la première façon d'aider un athlète. On n'a pas besoin de mettre de l'argent. Lâcher son petit pouce bleu et s'abonner, c'est une vraie aide. Oui, parce que du coup, ça permet de toi, si tu as plus de likes, plus de followers, d'avoir des sponsors, d'avoir de la légitimité. On en parlait, j'y ai pensé tout à l'heure quand tu parlais du choix, par exemple, du 4e sportif en équipe de France. Est-ce que, par exemple, la popularité sur les réseaux, c'est peut-être pas dit officiellement, mais ça peut compter aussi, peut-être. Pour la sélection ? Peut-être plus dans le futur, même si aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément le cas. Alors honnêtement, je pense pas du tout, et je vais t'expliquer pourquoi, parce que les coachs, c'est pas des tout jeunes. Je pense qu'ils sont pas du tout associés, et au contraire, tu vois, ils sont tout le temps là à dire « lâchez vos téléphones ». Je pense pas. Bon. Par contre, pour en vivre, oui, c'est... en fait, je pense qu'aujourd'hui, si t'es pas sur les réseaux, quand t'es athlète, tu pourras pas en vivre. Quand j'ai discuté avec pas mal de sportifs, tu vois, un entraînement que j'avais eu avec Bogdan Ozdoev, côté MMA, pareil, il me disait, lui, aujourd'hui, pour avoir des contrats pro, pour être dans une fédé et tout,
Enfin, c'est les réseaux sociaux en fait Ah aujourd'hui. Oui. C'est ce qui va faire vendre des billets et C'est les ça. gens vont te connaître, donc vont regarder, donc on va en parler sur les journaux, etc. quoi. Exactement. Donc on va te donner de la force en tout Merci bien. cas. Un petit dernier mot pour les auditeurs, si tu as quelque chose que tu veux leur partager par rapport à l'épreuve que tu es en train de passer, de surmonter, ou autre chose sur ce que tu as appris l'escrime. Je vais revenir un peu sur cette force de l'entourage. Ouais. Et tu vois, moi, si je devais donner un petit exercice ou une petite pensée, un exercice d'introspection et de réflexion, Ok. je proposerais de prendre un carnet et d'écrire les personnes de son entourage sur qui on peut compter, qu'on peut appeler à n'importe quel moment. Ok. Et juste d'avoir une petite vision en hauteur. Ok, j'ai cette personne-là qui m'aide sur le plan nutrition. J'ai cette personne-là qui est toujours dispo, même la nuit, je peux l'appeler. Tu vas faire un petit tour d'horizon des personnes qui comptent vraiment pour toi. Ouais. Parce que tu te rends compte à quel point tu es très bien entouré. Et moi, la blessure m'en a fait prendre conscience sincèrement. Et c'est intéressant de dire toutes ces personnes qui gravitent et peut-être même les entretenir. Tu vois, il y a parfois. Du coup, faire les efforts pour pas les perdre. Tu vois, perdre. tu as une liste de peut-être, 5-6 noms, 5-6 personnes. Tiens, ça fait un mois que je ne les ai pas eues. J'envoie un petit message, une petite photo, quelque chose, ça fait plaisir. Et c'est des personnes sur qui tu peux compter et qui pourront compter sur toi aussi. Donc, ok, super. Merci pour ce petit tip. Merci à toi, Jade. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. Oui. J'étais ravi d'échanger avec toi. C'était super intéressant. Je pense que à l'avenir, quand il ira mieux, on pourra refaire un épisode si ça te va et aborder d'autres sujets parce qu'on aurait pu creuser sur plein de sujets, la nutrition, l'approche physique, technique ou même le côté business parce qu'en fait, il y a énormément de similarités. Tu parlais d'aider les entreprises, mais je vois des similarités entre l'entrepreneuriat et les sportifs de haut niveau. Donc, il y a plein de sujets à aborder. Donc, merci à toi, bonne journée, puis à très vite en tout cas sur les pistes. Merci à toi pour l'invitation et je reviendrai avec un beau genou, tu verras. Super, merci à toi, au revoir. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Alors n'hésitez pas à suivre notre invité sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Et si vous voulez en savoir plus sur l'optimisation de la performance, une nutrition personnalisée et notre approche unique, rendez-vous sur le site d'Agon Data Nutrition. À très bientôt pour un nouvel épisode dans le labo.